Marion Maréchal, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur Livre Noir. merci. Alors traditionnellement, nous commençons cette émission par une citation. Pour vous, j'ai choisi Balzac. Tous ces hommes politiques sont les pions, les tours et les fous d'une partie d'échecs qui se jouera tant qu'un hasard ne renversera pas le damier. Qu'est-ce que vous évoque cette citation ? Je vois en tout cas ce qui est suggéré, à savoir que finalement tous ces jeux politiques, ces alliances, ces inflexions de lignes valent peu de choses à côté des circonstances et que c'est finalement les circonstances qui prévalent le plus souvent sur la stratégie politique, qui font qu'il y a un moment politique qui s'impose à tous, quoi qu'ils fassent. Alors c'est probablement en partie vrai, mais pas tout à fait. Heureusement qu'il n'y a pas une fatalité totale en politique et heureusement que les hommes peuvent aussi contribuer à écrire l'histoire par la politique. Mais j'entends ce qui est dit et c'est vrai que moi j'ai le sentiment en ce qui concerne la vie politique actuelle qu'on a un vieux monde qui s'accroche à des anciens réflexes mais que finalement un nouveau moment politique s'imposera d'une manière ou d'une autre. Pas forcément d'ailleurs sous la forme attendue, on verra bien, mais que ça arrivera de toute façon et que tout ce qui a été tenté jusqu'alors pour y échapper vaudra peu de choses à côté de l'imposition de ce moment. Alors Marion Maréchal, merci d'avoir accepté donc notre invitation. On va évoquer votre parcours personnel, politique et aussi entrepreneurial. Alors j'aimerais remercier tout d'abord tous ceux qui nous suivent. Donc continuez à vous abonner, liker et puis partager bien sûr cette vidéo. Alors vous êtes le fruit d'une dynastie politique. Est-ce que vous vous êtes toujours senti libre de vos opinions et est-ce que c'est aussi de là que vient une certain sens du devoir qu'on vous reconnaît souvent ? Alors, oui, je me suis toujours sentie libre de mes opinions, parce que c'est vrai que si je viens d'une famille très politique où la vie publique a toujours été omniprésente, personne ne nous a jamais contraints à faire de la politique, ou par exemple à nous rendre à des meetings, ou à penser telle ou telle chose. C'est vrai qu'après, on me pose souvent la question de savoir, oui, mais est-ce que finalement, vous n'êtes pas simplement le produit construit de cette famille qui vous a façonné, formaté d'une certaine manière ? Alors, il est évident que nous sommes tous le produit d'un contexte, d'un cadre, d'une famille et d'un héritage, chacun d'entre nous. Alors, certains le déplorent parce qu'ils considèrent que c'est des limites à l'émancipation, notamment les progressistes, qui considèrent qu'il faut faire table rase de tous les héritages pour pouvoir être pleinement libre d'être ce qu'on est. Je ne crois pas à cela. Je pense que pour dépasser un héritage, encore faut-il en recevoir un, et c'est en rebondissant sur l'expérience qu'on a, sur les connaissances qu'on est capable, à un moment donné, d'avoir un regard critique sur ce dont on a hérité et éventuellement de construire aussi sa propre route à partir de cela. Moi, j'ai eu la chance, dans mon cadre familial, d'hériter d'un certain nombre de choses, parmi lesquelles, vous l'avez relevé, c'est vrai, le sentiment du devoir, oui, d'une certaine manière. En tout cas, le refus de l'indifférence, pour citer Gramsci, qui est les indifférents, le refus de l'indifférence face à la situation du pays, face aux Français, quand bien même ils n'appartiendraient pas à la même situation sociale que la nôtre. Et du coup, j'en ai tiré le besoin de m'engager également moi-même, alors jeune au sein du Front National à l'époque, puis un peu plus tardivement, donc comme vous le savez, dans une aventure électorale, on y reviendra peut-être, dans laquelle j'ai été pour le coup un peu davantage poussée, même si j'étais heureuse d'aller au bout de ce chemin, mais disons que je ne me serais jamais imaginée spontanément être candidate à une législative à 22 ans. Il a fallu que Jean-Marie Le Pen, à l'époque, m'en convainque avec beaucoup d'arguments solides. Alors à quel moment vous avez réalisé que vous ne veniez pas d'une famille comme les autres ? Très jeune, puisqu'en fait, mon cousin et moi-même, on est 9 petits-enfants, j'ai un cousin qui est un peu plus âgé que moi. Très jeune, nous avons été confrontés à l'école publique primaire à voilà, des moqueries, des brimades, de la relégation, si je puis dire, au point d'ailleurs qu'à un moment donné, même la maîtresse de l'époque avait convaincu mes parents de me sortir de cette école parce que finalement les enfants sont très manichéens et répétaient ce qu'ils pouvaient entendre à la maison et ils ont une notion très primaire du bien et du mal et ils peuvent constituer parfois des groupes, provoquer des harcèlements. Donc finalement très vite on a senti cela et puis après est arrivé évidemment 2002 qui a été aussi une période très particulière pour nous parce que je suis très jeune à l'époque. Et dans le même temps, je vois cette agitation, je vois ces journalistes qui viennent, tous ces rendez-vous, évidemment cette omniprésence médiatique, et puis je vois les menaces, parce qu'à l'époque, des menaces de mort dans les boîtes aux lettres, on recevait des balles de fusil, je me souviens, c'était l'époque de l'anthrax, vous savez, cette poudre extrêmement dangereuse, et à plusieurs reprises on a reçu, alors non pas ce qui était de l'anthrax, mais ce qui y ressemblait, donc il y a eu évidemment à chaque fois des interventions
diverses et variées pour de décontamination. Enfin, voilà, donc une ambiance très pesante. Mon père, à l'époque, avait même reçu une menace d'enlèvement pour nous, qui évidemment, je pense, n'était pas sérieuse, mais en tout cas qui a entraîné la mise en place d'un dispositif de sécurité. Donc des gardes du corps venaient nous chercher à la sortie de l'école. Donc je vais vous dire, même si on avait envie d'avoir une vie normale, de toute façon, cette vie-là s'imposait à nous. Alors, vous avez été beaucoup sur le terrain pendant aussi bien votre campagne législative que régionale. Est-ce qu'il y a une rencontre avec un Français ou une Française qui vous a particulièrement ému et dont vous aimeriez nous parler aujourd'hui? Ah, j'en ai eu plusieurs. Je me souviens notamment un jour d'un homme qui était venu à un de mes meetings, qui était en fauteuil roulant. Il devait avoir une 50aine d'années. Et il m'avait raconté, en fait, que sa vie avait été brisée. Parce qu'un jour, c'était un salarié, il rentrait du boulot, il était dans sa voiture, il ne demandait rien à personne. Et des jeunes, comme on dit maintenant, lui ont lancé sur la voiture des cailloux pour s'amuser, ou je ne sais plus quel objet. Donc lui, évidemment, sort pour aller les engueuler, comme ferait n'importe quel père de famille, voilà. Et ils l'ont massacré. Voilà, ils l'ont massacré à plusieurs par terre. Ils se sont acharnés sur lui. Et donc, ils lui ont brisé la colonne vertébrale. Et donc, il s'est retrouvé en fauteuil roulant à 50 ans. Voilà. C'était évidemment bouleversant. Et c'était malheureusement l'une des très nombreuses manifestations de la barbarie quotidienne dans laquelle on vit. Voilà. Donc ça m'avait marqué. J'ai été très marquée aussi par la commémoration à la suite de l'attentat de Nice. Évidemment, vous vous souvenez de ce camion qui avait tué et blessé des dizaines et des dizaines de personnes. C'était atroce. Il y avait eu un grand rassemblement populaire. Il y avait près de 10 000 personnes de mémoire. Le gouvernement était venu. Une fois de plus, Christian Estrosi avait été particulièrement inélégant, puisque il n'avait pas cherché à associer tous les groupes politiques. Enfin voilà, il continuait à faire de la politique politicienne ce jour-là. Et je me souviens, alors d'ailleurs, c'était très injuste, parce qu'il y avait eu des articles disant que j'avais fait venir mes militants pour me faire mousser, alors qu'en fait, à un moment donné, je tombe sur un groupe de personnes, parce que nous, les élus du Front National, on était au milieu de la foule, et j'ai tous ces gens qui arrivent et qui me tombent dans les bras, en fait, en pleurant, en disant « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut faire quelque chose. Merci d'être là. » Enfin, c'était bouleversant. Et j'ai cette femme, notamment, qui à un moment donné, me pleurait dans les bras et qui me disait « Oui, ma fille est passée sous les roues du camion. » Waouh. Et ça, c'était dur, quoi. Parce qu'en fait, là, on a un sentiment d'impuissance terrible, et c'est tout ça, tous les combats qu'on mène d'un coup deviennent concrets, réels. C'est-à-dire, on se souvient pourquoi on se bat et pourquoi on prend des coups, en fait, face à cette espèce de bien-pensance criminelle qui a créé la configuration qui a permis à ce que la fille de cette femme se fasse rouler dessus par un camion conduit par un djihadiste, quoi. Donc voilà, ça fait partie des deux. Après, j'ai eu plein de moments très émouvants, mais spontanément, c'est les deux qui me reviennent. Et justement, quand vous voyez les attentats qui continuent, l'islamisme qui grandit, les agressions sur les Français au quotidien qui augmentent, est-ce que vous vous dites pas, il va falloir un jour que je retourne dans l'arène, quoi? Non, mais ce qui est atroce, en fait, c'est que après le Bataclan, on s'était dit, mais c'est bon, là, ça y est, les Français ont compris, c'est pas possible, ça, tout va s'arrêter. Après Nice, on avait dit, tout va s'arrêter. Après Magnanville, ce truc était horrible. Je me souviens, j'avais vu la vidéo, en plus, moi, je suis idiote d'avoir regardé ça, d'ailleurs, avant qu'elle ne soit supprimée, mais où le terroriste est là, il a égorgé ce couple de policiers, et il y a le gamin derrière de 3 ans, il dit « je sais pas ce que je vais en faire ». Et d'ailleurs, dans cette vidéo, il dit d'ailleurs, aller chercher les députés chez eux, machin. Et à l'époque, moi, je vivais seule avec ma fille, je peux vous dire que ça fait réfléchir quand même, parce que là, on se dit, ouais, personne n'est épargné. Donc, c'est horrible, c'est qu'à chaque fois, on a l'impression de monter d'un cran dans l'horreur, on se souvient, et on se dit, non, mais là, c'est pas possible. Et en fait, à chaque fois, on en est encore là, à faire des commémorations, des bougies. On a le sentiment qu'on fait des textes, mais que finalement, ces textes sont pas appliqués, qu'on va pas à l'essentiel. Qu'aujourd'hui, les idéologies qui ont permis de fabriquer ces monstres, on continue d'avoir pignon sur rue, Miligorus, le Tablier, les frères musulmans, qui sont identifiés comme des mouvements radicaux, prosélytes. Ils continuent d'avoir des centres culturels islamiques, des écoles coraniques, des mosquées, des prédicateurs. Ils continuent même d'être financés parfois. La mosquée de Strasbourg, c'est Miligorus. C'est les nationalistes turcs islamistes, voilà. Et donc, comment imaginer que les choses puissent changer sans cela ? Comment imaginer que les choses puissent changer si on ne fait pas le lien avec la politique d'immigration ? Parce qu'évidemment, c'est la politique d'immigration déraisonnable qui entraîne et provoque
le communautarisme. Alors, j'aime pas trop ce terme de séparatisme, je le trouve impropre, mais disons que maintenant il est devenu commun, donc utilisons-le. Et donc voilà, donc on a le sentiment qu'on n'avance pas, et c'est vrai que évidemment que ça ne me laisse pas indifférente, et évidemment que si un jour je refais de la politique, ce qui peut-être arrivera un jour, hein, c'est sûr que ça me travaille, ce sera face à cela aussi en particulier, et face à cette souffrance-là des Français, c'est sûr. Et comment vous expliquez le déni des responsables, de la majorité des responsables politiques actuels? Je pense à Dupond-Moretti qui parle toujours de sentiment d'insécurité en disant qu'il n'y a pas d'insécurité. Je pense à Xavier Bertrand qui explique que son grand combat, c'est contre le Rassemblement national, alors que il y a des agressions, du terrorisme dans sa région aussi. Enfin, comment expliquer ce refus, cet aveuglement de... Alors déjà, bon, Dupond-Moretti, je mettrais ça un peu de côté, parce que pour moi, Dupond-Moretti est un avocat et n'est jamais sorti de son rôle d'avocat. C'est un homme qui a très peu de retenue, qui n'a pas su manifestement s'emparer de la fonction qui est la sienne. Il est censé être le garde des Sceaux de tous les Français. Il passe ses journées à faire des déclarations contre Marine Le Pen. C'est pathétique. Et c'est un homme en plus qui... Alors je ne sais pas dans quelle mesure il est dans le déni ou dans le mensonge. C'est pour ça que je dis que c'est un avocat, dire que je pense qu'il est dans... tous les arguments sont bons pour sa défense. Et d'ailleurs, le 21 avril dernier, il fait une déclaration. Dans cette déclaration, donc télévisuelle ou radiophonique, je me souviens plus, il dit 3 énormes mensonges. Voilà, je vous les donne sa main. Il dit « Mais oui, la perpétuité réelle existe en France, c'est faux. La Cour européenne des droits de l'homme nous oblige à donner l'espoir aux détenus de pouvoir un jour sortir. Donc si des gens éventuellement ne sortent pas de prison, c'est soit parce qu'ils étaient relativement âgés et qu'on leur a refusé des aménagements de peine, ce qui est quand même assez rare, mais c'est le cas du hasard finalement, c'est anecdotique, il n'y a pas de vraie perpétuité en réel en France. Ensuite, il ajoute, oui, alors les peines planchées, vous savez, qui étaient censées s'appliquer des peines minimales en cas de récidive, les peines planchées n'ont jamais fonctionné, donc ça sert à rien de les remettre. Sauf que ces peines planchées-là, elles ont été appliquées bon an mal an entre 2008 et 2013, et comme la Constitution, le Conseil constitutionnel nous impose le respect de l'individualisation de la peine, il était dans la loi permis aux juges de pouvoir y déroger. Ça veut dire que en fait, ils pouvaient ne pas appliquer cette peine minimale en cas de récidive. Et donc en réalité, il y a 40% des cas dans lesquels cette peine planchée a été appliquée. Donc autant dire que comment on peut avoir du recul sur une politique qui a été appliquée sur moins d'une décision de justice sur 2, ça n'a pas de sens. Et enfin, la dernière chose, et c'est probablement la plus spectaculaire, il s'est appuyé sur un rapport qui s'appelle le rapport Space, qui lui a permis de dire que la France était l'un des pays les plus sévères du Conseil de l'Europe. Et ce qui est extraordinaire, donc il le dit avec énormément d'aplomb, alors que ce rapport ne dit absolument pas cela. Ça veut dire que ce rapport se contente de comparer les taux d'incarcération selon les pays. Alors ça, c'est vrai. La France, en termes de moyenne de taux d'incarcération, est au-dessus du Conseil de l'Europe. Mais ça veut dire 2 choses. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas assez de places de prison et qu'on a surtout un taux de délinquance et une nature de délinquance extrêmement élevé, bien plus que la plupart des pays en comparaison. Donc tout ça pour vous révéler la mauvaise foi de cet homme qui, en fait, pour arriver à ses fins, est capable de défendre tout et n'importe quoi. Voilà. Et en ce qui concerne le déni des autres, je me demande si parfois, c'est un peu comme sur la question de l'immigration ou de la diversité, ça veut dire que est-ce que tous ces gens ne regardent pas un peu ça de leur balcon, c'est-à-dire que finalement, dans leur quotidien, on y reviendra peut-être, mais sur cette idée de la sécession des élites, c'est-à-dire que quand vous vivez dans les beaux quartiers de Paris, que vos enfants sont en école privée, que vous partez en vacances dans des ou au ski tous les hivers et à l'autre bout du monde l'été, est-ce que vous êtes vraiment conscient de la situation ? Voilà. Que vous avez jamais été cambriolé, que vos gamins savent pas ce que c'est de se faire racketter. Est-ce que vous en êtes conscient ? Alors oui, vous en entendez parler, mais est-ce que tant que vous ne l'avez pas vécu, est-ce que finalement c'est vraiment charnel ? Non. Puis il y a l'idéologie aussi. Il faut pas l'idéologie voile la face. Voilà, on raisonne dans des matrices, dans des logiciels, et puis finalement on intègre que ce qui rentre dans ce logiciel et cette matrice. Et puis il y a de la lâcheté, je pense. Il y a de la lâcheté parce que sur la question de l'islamisme, il faut quand même avoir conscience que il y a des questions géopolitiques aussi là-dessus. On a quand même des liens avec des pays, pour un certain nombre d'entre eux, qui peuvent être ambigus sur ce sujet. Je pense, évidemment, la Turquie, mais je pense le Qatar, l'Arabie Saoudite, et qu'il y a des questions énergétiques derrière. Donc, je veux dire, combattre l'islamisme, c'est aussi revoir nos alliances géopolitiques. Et c'est aussi, du coup, de revoir peut-être nos approvisionnements énergétiques. Ça demande beaucoup de choses, beaucoup de cohérence. Et est-ce que tous ces hommes sont équipés pour ça ? Je ne sais pas.
c'est plus facile de se laisser porter par le vent, quoi. Alors, on va passer à l'ICEP, à cette autre école de sciences politiques que vous avez fondée, donc l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques à Lyon. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez décidé de monter cette école ? Bien dans la droite ligne de ce que je vous disais tout à l'heure sur la nécessité du combat culturel, voilà. On revient à Gramsci. Exactement, on revient à Gramsci. L'éducation, pour moi, est un des grands leviers de redressement de la France. J'en suis absolument convaincue, parce que c'est le lieu où l'on transmet, où l'on émancipe, justement, précisément, où l'on permet de tenir le rang de la puissance française, parce que c'est ça qui nous permettra dans 10 ans, dans 15 ans, d'avoir des ingénieurs, des médecins, des scientifiques qui nous permettront de tenir le haut du pavé, et que quand l'école s'effondre, c'est notre rang de puissance qui s'effondre. Et d'ailleurs, les derniers classements, notamment en mathématiques, sur le collège en particulier de la France, sont dramatiques. Voilà, on est quasiment avant-dernier en Europe. Bon, nous qui avions l'une des plus grandes écoles de mathématiques du monde, si on continue comme ça, dans 20 ans, elle a disparu. Voilà, elle sera remplacée par les Indiens, par les Chinois. Et c'est nous qui finirons par fabriquer des chaussures pour les pays asiatiques. Hein. Non, mais je rigole à moitié si on ne prend pas conscience de la chose. Bon. Et donc, c'est vrai que je trouve que l'éducation, déjà, par principe, est un secteur éminemment important. Et en l'occurrence, je faisais un constat sur l'effondrement de l'enseignement supérieur également, dans certaines filières, le militantisme, voire le sectarisme intellectuel qui pouvait sévir, en particulier dans l'enseignement supérieur et dans les filières en sciences sociales. Sciences Po étant peut-être l'incarnation chimiquement pure de ce progressisme militant, l'incubateur de toutes les idéologies qu'on voit aujourd'hui émaner dans le débat public. Je pense évidemment au décolonialisme, à l'indigénisme, au racialisme anti-européen, anti-blanc, tous ces courants qui expliquent qu'il faut désoccidentaliser les savoirs, qu'il faut arrêter avec des programmes trop européocentrés. C'est à ce titre-là, vous savez que on va balayer des musiques classiques, des programmes qui seraient de musique qui serait trop blanche, ou de la littérature trop blanche, la littérature de l'Antiquité, qu'on explique aux États-Unis, professeurs, qu'ils enlèvent l'Iliade, parce que vous croyez maintenant il faut faire des programmes inclusifs, diversitaires. Voilà. Bon. En fait, ça n'est pas la désoccidentalisation, c'est la destruction du savoir. Voilà, c'est l'idéologisation du savoir, c'est une relecture de l'histoire. Enfin, c'est d'une forme de totalitarisme d'ailleurs, c'est terrifiant. Et malheureusement, l'enseignement supérieur dans les sciences sociales en souffre énormément. Les trotskistes ont été hégémoniques pendant très longtemps. Aujourd'hui, ces progressistes racialistes sont en passe de le devenir. Beaucoup de jurys de sélection, des jurys de thèse aujourd'hui, contraignent finalement les thésards à passer par les fourches codines de l'obsession de la race et du genre, quand c'est pas en écriture inclusive. Donc en fait, c'est tout le visage aussi du monde universitaire qui est en train aujourd'hui d'être pris en otage par cela. Et donc, Sciences Po, évidemment, étant l'école de nos élites, bien sûr, ça n'est pas indifférent, puisque ça façonne une vision homogène du monde, puisque la plupart des gens aujourd'hui qui font de la politique à haut niveau passent par Sciences Po. Ça les empêche de probablement développer un esprit critique, ou en tout cas d'être confrontés à une diversité d'opinions. Et puis ça leur lave le cerveau littéralement sur un certain nombre de sujets qui font que aujourd'hui des gens comme Emmanuel Macron sont particulièrement sensibles à ces thèses progressistes, parce qu'on les a biberonnés à ça pendant quelques années à Sciences Po. Voilà, d'où je pense la nécessité d'aller dans le monde de l'enseignement supérieur, de créer cette école de sciences politiques qui se veut un sanctuaire finalement, et qui ne veut rien de plus qu'être un lieu de liberté d'opinion, de débat, où tous les courants peuvent être enseignés. Et je le répète souvent, mais moi je suis pas là pour dire aux étudiants ce qu'ils doivent penser. À eux de s'emparer des savoirs, des connaissances, des compétences et de les restituer comme ils le veulent, mais comment on leur donne la chance de pouvoir avoir une confrontation de points de vue et de ne pas être pris en otage par ces idéologies qui sont en plus humainement détestables, parce que ça entraîne et ça provoque des situations de ségrégation, de racisme, quand on voit que l'UNEF, par exemple, organise des ateliers qui sont interdits aux Blancs. Bon, voilà, moi j'ai pas envie que mes étudiants aujourd'hui se retrouvent confrontés à ce genre de choses. Donc à l'ICEP, au moins, ils en sont protégés. C'est la 3e année, hein, cette année Oui, c'est ça, exactement. Et combien d'élèves donc sont passés par l'ICEP On a à peu près, avec les 2 formations confondues, 250 étudiants qui sont passés.
sans compter donc les étudiants de l'ICEP Madrid, qui est une de nos filiales, qui a ouvert l'année dernière et qui accueille actuellement à peu près 25 étudiants. Quelles sont les formations que vous proposez donc à l'ICEP ? Alors, on propose un magistère Bac+4, Bac+5 en 2 ans, qui là accueille des étudiants en licence, qui ont obtenu la licence, ou pas mal d'ailleurs, de manière significative, des actifs en reconversion qui veulent changer de métier et qui reprennent les études avec nous. Et puis on a une formation continue sur 10 mois là, qui est ouverte aux personnes ayant obtenu le bac, qui peuvent être des étudiants ou des actifs et qui viennent un week-end par mois se former avec nous. Et puis d'autres programmes à venir qui vont être lancés l'année prochaine, puisqu'on a eu en plus l'heureuse nouvelle de recevoir une certification qualité de l'État, une certification qui s'appelle Calliope, et qui donc nous permet aussi de nous professionnaliser et d'avancer dans cette belle aventure. Alors si vous rêvez un peu, l'ICEP dans 10 ans, c'est quoi ? L'ICEP dans 10 ans, c'est l'autre Sciences Po. Non, mais en toute modestie, parce que c'est vrai que bon, pour l'instant, bien sûr, on n'est pas dans les mêmes échelles, mais moi j'ai beaucoup d'ambition pour cette école, oui. Je pense que cette école, elle peut aller très loin parce qu'elle répond à un besoin, elle répond à une attente, et surtout elle répond à une attente d'excellence, parce que le grand drame, ce dont on oublie de parler, c'est que derrière cette prise en otage idéologique, c'est le niveau qui s'en ressent. Je l'ai partagé sur mes réseaux sociaux, alors même si le format est pas très académique, pas très professionnel si je puis dire, mais je trouve que c'est tellement édifiant qu'il faut que les gens voient cette vidéo, ce reportage sur cette école américaine qui s'appelle Evergreen. Ah oui, c'est glaçant. Et c'est glaçant, c'est extraordinaire. Donc c'est une école à Washington. Dans l'État de Washington. Dans l'État de Washington, pardon. Qui, en effet, a appliqué à la lettre toutes ces idéologies progressistes, qui a laissé toute latitude à des lobbies ou à des groupes de pression ou des syndicats étudiants LGBT, racialistes, décoloniaux, voilà, j'en passe et des meilleurs. Et cette école finit dans le chaos, voilà, il n'y a pas d'autre mot, dans le chaos, dans la destruction de l'autorité, dans l'effondrement de l'harmonie finalement, et dans la violence humaine, menaces physiques dans la menace physique de professeurs qui, à un moment donné, s'émeuvent justement de voir apparaître une forme de racisme anti-blanc. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut voir ce reportage parce qu'on se dit « Oh, voilà, ça c'est un délire d'Américains, ça viendra chez nous et tout ». Non, c'est faux, c'est déjà chez nous. C'est déjà chez nous, c'est déjà appliqué, c'est déjà présent. Et des syndicats étudiants, aujourd'hui en France, de gauche évidemment, en sont déjà les agents. Donc, vigilance. Alors, vous avez lancé également, en fin d'année dernière, le Centre d'analyse et de prospective. Quel est ce projet ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? En fait, ça reste la même chose que l'ICEP, sauf que en fait, c'est un pôle recherche qui est développé en plus du pôle formation. L'idée étant de pouvoir, grâce à notre réseau de professeurs, d'universitaires, de professionnels, travailler, étudier sur des sujets politiques, et ainsi contribuer au débat public en sortant des lornières des partis, avec toutes les limites que ça peut représenter, et en ayant une totale liberté de réflexion et de prise de hauteur, puisque là, on n'est pas dans l'actualité politique, on est sur des sujets structurels, structurants. Et donc, ça marche plutôt bien, on fait des notes d'actualité, donc là, qui est plus en lien avec des sujets du moment, des études de fond. Il y en a une qui va bientôt sortir, par exemple, sur les villes moyennes, qui va casser un peu, ou en tout cas remettre en perspective toute la mythologie des métropoles, chiffres à l'appui, et surtout donner une alternative pour sortir de cette espèce de clivage métropole-périphérie dans laquelle la France aujourd'hui est enfermée, mais pas que la France, beaucoup de grands pays européens, et expliquer qu'il y a aujourd'hui une place pour les villes moyennes, une nécessité, mais aussi une stratégie à avoir territoriale pour revitaliser les territoires, rééquilibrer l'offre d'emploi, et puis surtout permettre la reconversion de secteurs économiques qui ont encore un avenir, si tant est qu'on leur donne les moyens d'avoir des infrastructures pour cela, une université pour cela, un cadre de vie qui attire aussi les personnes qui vont correspondre aux compétences nécessaires. Voilà. Encore faut-il pour ça que l'État ait une vraie stratégie. Et vous imaginez proposer pour la prochaine campagne présidentielle à différents candidats des points programmatiques ?
Ah bah, de toute façon, on ne l'adresse pas qu'aux candidats puisque dans le cadre de ces études, de ces analyses, on les envoie de manière générale, à un certain nombre d'acteurs de la vie publique, des députés, des sénateurs, des ministres. On peut en envoyer à des fonctionnaires, des journalistes. Donc, déjà, on a une diffusion qui est assez large, qui s'adresse pas à un tel ou un tel, mais à l'ensemble, en gros, de tous ceux qui ont un rôle à jouer dans le débat public ou dans l'action publique, en Mais général. forcément, avec l'approche des élections, c'est Ah sûr. bah, c'est certain, ça crée une émulation intellectuelle et donc on va dire que peut-être les politiques sont plus attentifs au sujet de fond puisqu'ils sont en train d'élaborer leur programme. Donc oui, bien sûr, de toute façon, ça sera adressé à tous ceux, une fois plus, qui ont un rôle à jouer dans le débat public. Alors, vous avez publié un livret, donc avec le CAP récemment, le Great Reset, qui peut avoir un côté un peu sulfureux ou rappeler des thèses complotistes. Et voilà, j'aimerais que vous m'expliquiez un peu ce que c'est, que vous nous expliquiez ce que c'est que le Great Reset et pourquoi vous avez choisi d'en faire une thématique. Oui, on a fait d'abord une étude en effet sur l'école et sur la manière dont l'école publique pouvait être un rempart face à l'islamisme. Et ensuite, on a fait une analyse en fait sur le projet de société du Forum économique mondial de Davos, qui est l'objet de beaucoup de fantasmes, à tort ou à raison d'ailleurs. C'est l'objet de cette étude. Et j'ai voulu traiter ce sujet puisqu'à la suite de ce fameux reportage, ce hold-up qui a fait scandale, qui a été censuré, ce Great Reset finalement était beaucoup évoqué dans ce reportage. Comme une espèce de conspiration mondiale des puissants de ce monde pour réinitialiser le monde voilà, dans un sens et faire avancer des intérêts bien compris. C'était en gros ça l'idée. Et en fait, donc on a un auteur qui s'est penché là-dessus et qui explique d'ailleurs qu'en réalité il n'y a rien de caché, que ce terme d'ailleurs de grande réinitialisation qui compare la société humaine finalement à un ordinateur est un slogan marketing, qu'au contraire l'idée est précisément de provoquer le débat, d'attirer l'attention. Donc il dégonfle quand même certaines baudruches de ce point de vue-là, et en même temps il va aussi clarifier, enfin faire une espèce de généalogie intellectuelle de ces, notamment du président de ce forum, pour essayer de comprendre dans quel courant intellectuel ils s'inscrivent. Il va relever quelque chose aussi qui est peu relevé, mais c'est les liens particulièrement étroits qu'il y a entre ce forum économique, qui est souvent présenté comme libéral, occidental, avec la Chine. Qui, depuis les origines, a une place toute particulière, président chinois qui est reçu chaque fois avec les honneurs, avec des discours dithyrambiques, faisant l'apologie de ce gouvernement et ce mode de gouvernement. Enfin, c'est très étonnant, c'est une espèce de rencontre entre une forme de totalitarisme et le capitalisme, quoi, au service de l'économie. C'est très étonnant, c'est un peu surprenant. Et puis cette espèce de fascination aussi d'une partie des acteurs du forum pour le transhumanisme, toujours de manière très ambiguë, une forme d'ambiguïté aussi sur la question des libertés individuelles. On a le sentiment quand même que parfois, ils seraient plutôt enclins à sacrifier ses libertés individuelles au nom de la défense, par exemple, d'une certaine lecture de l'écologie. Ou, voilà. Donc, mais c'est surtout beaucoup de bien-pensance, beaucoup de poncifs, beaucoup de cette matrice progressiste de gauche habituelle. Finalement, là-dessus, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bon. C'est surtout beaucoup de snobisme. Alors, on va revenir un petit peu à vous. En regardant les commentaires sous les vidéos, vos vidéos, il y a beaucoup d'adjectifs qui reviennent, en particulier sur vos compétences ou votre formation intellectuelle, très positifs de ce point de vue, et parfois des reproches un peu de froideur ou de distance. Est-ce que c'est volontaire face à une classe politique? Alors, je sais que vous n'êtes plus en politique, mais vous y êtes passé, qui, elle, est très exhibitionniste, ou est-ce que c'est simplement, j'allais dire, le sentiment de la gravité de ce que vous faites, autant former des étudiants ou entrer en politique, ce sont des choses qui peuvent être considérées comme graves? Bah, je dirais deux choses. Un, il y a mon tempérament. Moi, j'avais rigolé un jour avec ça, parce qu'en effet, on n'arrêtait pas de me dire « Oui, mais elle est froide et rigide. » Je dis « Oui, c'est toujours mieux que d'être chaude et souple. » Je ne sais pas. Je dis « Oui, mais c'est un tempérament. Je suis naturellement pudique et naturellement distante. Et les gens ne me croient jamais quand je leur dis ça, mais je suis quelqu'un de timide. Et j'étais même très longtemps, adolescente, maladivement timide. Sauvage au possible, j'étais tétanisée quand je parlais à quelqu'un. Et donc, naturellement, la politique, pour moi, l'exposition politique n'était pas du tout quelque chose de naturel. Je me fais violence encore aujourd'hui quand je vais faire un média. Je suis une traqueuse, je suis pas du tout quelqu'un en soirée qui va arriver et en mettre plein la vue à tout le monde et aller discuter avec tous les gens qu'elle connaît pas. Non. Donc, déjà, je pense qu'il y a un tempérament. Et puis, il y a un choix
Il y a un choix, parce que c'est vrai que moi, je me fais quand même une haute idée de la politique. Et je n'ai jamais aimé cette idée de pipoliser la vie politique. J'ai toujours une affection particulière pour ceux qui gardent un peu de hauteur, et j'aime pas me retrouver dans le salon, dans la cuisine des politiques, dans leur quotidien, je trouve que c'est pas ce qu'on leur demande, en fait, voilà. Et de manière générale, je trouve que si on tombe là-dedans, c'est peut-être précisément pour compenser d'autres faiblesses. C'est probablement la démonstration qu'on n'a pas grand-chose à dire et qu'on est obligé d'aller chercher des arguments empathiques, affectifs, pour se rendre sympathique ou convaincre plutôt que d'aller sur le fond. Donc j'ai toujours trouvé que c'était une forme de facilité. Et ça a été un choix, du coup, parce que moi, je me suis retrouvée 2 fois, j'ai honte de ce truc-là, des photos dans Closer l'été, de photos volées sur la plage. Je peux faire semblant de ne pas les avoir vues, mais... Oui, bon voilà, maintenant de toute façon c'est une notoriété publique, donc j'en rigole, mais je peux dire que c'est éminemment désagréable quand on est pris photo volée, pas toujours à son avantage en maillot de bain, bon c'est comme ça, ça m'apprendra à pas faire de sport. Mais ce qui est certain, c'est que on m'avait dit, plusieurs communicants autour de moi, parce que les politiques ont toujours des communicants, oui mais tu fais tes photos et tu les vends, comme ça au moins tu maîtrises ton image, et puisque de toute façon tu auras des photos quoi qu'il arrive, autant que tu maîtrises le truc. Et je dis non, je veux pas faire ça, je refuse, je ne veux pas tomber là-dedans, et puis tant pis, je porterai plainte à chaque fois s'il faut, mais au moins j'aurais tenu cet angle-là. Donc du coup, si j'ai des photos moches tous les étés dans le Closer, sachez que c'était c'est pas vous qui le commandez, conviction. Voilà. Vous pensez que les réseaux sociaux, justement, c'est quelque chose de très néfaste pour la vie politique contemporaine? Alors je pense que c'est quelque chose de très... Alors c'est une promesse volée, les réseaux sociaux, parce qu'en même temps... je peux pas dire que c'est un outil, donc de toute façon dire c'est mauvais ou c'est bon par nature, c'est absurde. C'est l'utilisation qu'on en fait qui est bonne ou mauvaise par nature. Les réseaux sociaux ont quand même eu un rôle extraordinaire de libération de la parole. Les gens avaient le sentiment que le débat public dans les médias, et notamment les médias du service public, était cadenassé, qu'il y avait une véritable homogénéité des profils idéologiques des journalistes. Et objectivement, il faut quand même le dire, c'est quand même encore malheureusement le cas, même si quelques petites personnalités commencent à émerger et quelques voix dissidentes. Et donc finalement, les réseaux sociaux, ça a été un moyen pour le citoyen de contribuer lui aussi à l'information, de la relayer, de la faire connaître. Combien de fois avons-nous eu des informations par les réseaux sociaux qui n'apparaissaient pas dans les médias ? Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, et je pense que la montée d'un certain nombre de partis politiques aujourd'hui en Europe n'est pas décorrélée de cela. Mais les réseaux sociaux ont d'autres vices, parce qu'ils sont dans le spectacle, parce que les formats font que, évidemment, ils ne permettent pas tant la nuance, qu'on est dans l'impulsivité émotionnelle, donc du coup, on va être dans des réactions spontanées, pas toujours très construites ou très intelligentes, donc on peut dire que ça élève beaucoup toujours le débat, dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Et puis surtout, je pense le vrai vice des réseaux sociaux, au-delà des expositions aux écrans, qui ont d'autres effets néfastes sur le QI, la concentration, et même le moral, d'ailleurs, surtout chez les enfants, c'est le fait que, en fait, les réseaux sociaux nous enferment intellectuellement. Pourquoi ? Parce que la manière de fonctionner des réseaux sociaux est qu'ils nous proposent du contenu qui est un contenu qu'on a déjà liké par ailleurs. Donc ils vont nous suggérer des choses qui correspondent... bulle de confort. Ouais. Voilà, des choses qui correspondent à nos goûts, des choses qui correspondent à nos idées. Donc ils nous enferment dans des couloirs, en fait. Et au lieu de nous ouvrir l'esprit, en nous ouvrant à d'autres points de vue, d'autres informations, d'autres regards, au contraire, il va nous conforter dans nos certitudes. Et donc, il alimente cette incapacité aujourd'hui des gens à débattre entre eux et à discuter et à se confronter. Parce qu'au final, moi je le vois sur mes réseaux sociaux, j'ai l'impression de ne voir que du contenu qui va dans le sens de ce que je pense. C'est-à-dire que heureusement que j'essaye d'avoir la discipline d'aller lire notamment des journaux d'autres bords politiques pour essayer d'avoir d'autres regards, parce que sinon je dirais mais c'est génial tout ce que je dis, tout ce que je pense. Et confirmer, conforter et tout. Voilà, donc ça, il faut quand même en avoir conscience et essayer de faire cet effort de ne pas rentrer là-dedans, parce que notre démocratie va mal à bien des égards. Je pense que c'est aussi lié au fait de la décomposition culturelle du pays, le fait qu'aujourd'hui l'assimilation ne fonctionne plus, qu'on est face à ces fameux archipels, des îlots finalement communautaires, sociaux qui ne se parlent plus. Et c'est un vrai problème, parce que le souci, c'est que le fait majoritaire sur lequel repose la démocratie ne peut fonctionner que sur une matrice culturelle commune.
il faut quand même que nous partagions suffisamment de choses pour que se dégage un consensus naturel et donc un fait majoritaire. Parce que nous avons quand même des références ou des idées globalement sur lesquelles on s'accorde, qui fait qu'un peuple, normalement, quand il est relativement cohérent, regarde à peu près dans la même direction. Et le problème, c'est que c'est plus du tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que entre justement cette fracture métropole-périphérie, cette fracture sociale entre gagnants et perdants de la mondialisation, cette fracture ethnico-religieuse, on se rend compte qu'en fait, on a de plus en plus de mal à dégager un fait majoritaire, puisque des références communes n'existent presque plus, et qu'à ce titre, on se retrouve finalement avec une guerre des minorités. Et donc maintenant, c'est les minorités les mieux organisées qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, les groupes de pression, et on se retrouve avec des politiques qui, face à cela, évidemment, n'arrivant plus à dégager naturellement une majorité, font de la politique catégorielle. Donc ils vont aller parler aux intérêts des uns, aux intérêts des autres, ne plus être dans une vision du bien commun, mais du coup mêler plusieurs intérêts catégoriels pour essayer de fabriquer des majorités fragiles. Et voilà. Et donc je pense que ce phénomène des réseaux sociaux alimente cette fracture et alimente cette incapacité à construire finalement ce référentiel commun, d'autant plus que les réseaux sociaux et les GAFAM sont évidemment l'un des outils du soft power américain, et qu'à ce titre, finalement aujourd'hui, nos codes sont américains, nos rêves sont hollywoodiens, nos goûts sont, Hollywood chewing gum. Non mais c'est français. Ça joue. Et c'est français en plus, Oui. je dis n'importe quoi. L'était. C'est terrible. Je crois que ça a été racheté depuis, donc c'est peut-être. Vous aurez compris l'idée. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, ces réseaux sociaux, par la lecture du monde aussi qu'ils traduisent, façonnent nos goûts, nos espoirs, nos envies. Et que, évidemment, du coup, c'est un outil de soft power. Et c'est en ça, d'ailleurs, que, pour moi, la puissance chinoise n'est loin d'être l'équivalent de la puissance américaine, parce que la puissance chinoise, elle, si c'est une puissance économique, militaire, n'est pas en capacité d'imposer des référentiels dans le monde. Elle n'impose pas encore ses valeurs, elle n'impose pas ses goûts. Des millions de gens dans le monde, je pense, rêvent d'être américains, mais pas tant que ça, je pense, rêvent d'être chinois. Et c'est un peu la limite de ce soft power chinois, qui fait que pour l'instant, les États-Unis, à mon avis, ont encore un coup d'avance. Et où est l'Europe dans tout ça ? Oui. On y reviendra. Je reviens un peu à vous. J'ai regardé les différentes études d'opinion qui vous concernent. Et il y a un fait un peu marquant, c'est qu'il y a un différentiel assez important dans votre appréciation entre les hommes et les femmes. Je vous laisse imaginer auprès de qui vous avez davantage de succès. Mais comment vous l'expliquez et si vous aviez un message, entre guillemets, à faire passer aux femmes, justement, quel serait-il ? Moi, je pense que c'est très simple. On a expliqué aux femmes, notamment lorsque j'étais candidate aux élections régionales, et que j'étais en passe de pouvoir gagner cette région. Alors là, je peux vous dire, j'ai mis mon casque lourd et j'ai attendu que les obus me tombent sur la tête pendant 2 semaines, parce que c'est un peu ce qui est arrivé. J'avais bénéficié d'une relative, je dirais pas objectivité, mais en tout cas sympathie. Disons que j'avais pas subi d'attaque frontale extrêmement forte. Et à partir du moment où ils ont vu que je pouvais gagner les régionales, là, le ton a changé du tout au tout. Et là, je suis devenue une espèce de catholique intégriste, hystérique, qui veut remettre les femmes à la maison, faire la popote. Oui, c'est tout à fait moi, en plus. Qui me contente de mettre des plats picards au micro-ondes, mais bon, bref. En disant aux femmes que ça y est, j'allais interdire l'avortement, que j'étais pour le retour. Enfin bref, des choses complètement délirantes. Alors oui, je suis catholique, par contre, ça, je suis désolée du coup, mais dans ce pays, parce que on est catholique, on est forcément intégriste, enfin ça n'a pas de sens. Et parce que j'avais dit à l'époque que, en effet, je ne souhaitais plus que la région subventionne le planning familial à l'époque des Bouches-du-Rhône de mémoire, parce que cette association, présentée comme une association d'accompagnement médical, en fait, est très politique. C'est-à-dire, elle donnait des consignes de vote, elle militait pour l'adoption homosexuelle, par exemple, pour la PMA, pour la GPA, ouvertement, avec l'argent public. Enfin, je veux dire, elle finançait des avortements illégaux à l'étranger, donc en violation de la loi française. Enfin, je sais pas, ça m'apparaissait tellement scandaleux. Je dis, l'argent public des citoyens n'a pas à financer quelque chose comme ça. Si ça doit être, évidemment qu'il y ait des structures qui accompagnent les femmes sur le plan médical, sur le plan psychologique, pas de problème, mais avec quand même une neutralité politique. Enfin, ça me paraît la moindre des choses. Bon. Et alors là, ça s'est transformé en pataquès, mon Dieu, le planning familial. J'avais touché à une icône de la gauche, vous comprenez, le planning familial. Et donc ça s'est transformé en elle veut interdire l'avortement et tout.
Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une forme de confusion dans l'esprit public, c'est-à-dire que, je sais pas pourquoi, le droit des femmes s'arrête à la question de l'avortement. On a l'impression que ça se confond complètement. Il y a une espèce de totem de l'avortement en France. Moi, je suis pas pour l'interdiction de l'avortement. J'avais juste posé la question un jour de la légitimité du remboursement illimité des avortements, quand c'était pas évidemment de nature médicale, à partir du moment où il y avait tant de soins en France qui n'étaient pas remboursés, et que normalement le principe de cette idée, même dans l'esprit de la loi Veil, c'est que c'était une exception, un principe. Détresse, Voilà, de détresse, et que par ailleurs, ce n'était pas un acte anodin et tout. Voilà. Et le seul fait de dire ça en France, je sais pas pourquoi, suscite des réactions complètement irrationnelles. On peut même pas en parler, on peut même pas en débattre, et tout de suite, on a l'impression que la condition de la femme, c'est la libéralisation totale, absolue de la question de l'avortement. Bon, voilà. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à le comprendre. C'est quelque chose qui me dépasse un peu. Alors, quelle serait dans ce cas justement votre vision de la liberté de la femme ? Je trouve que dans nos sociétés européennes, la liberté de la femme, elle est acquise d'une certaine manière. C'est pour ça que je trouve que parfois les néo-féministes s'enferment dans des combats d'arrière-garde. Vous me direz, qui vit de combattre un ennemi a tout intérêt à le laisser en vie. Donc finalement, il faut que le patriarcat existe, ou en tout cas continue d'être présenté comme oppressant, pour que les néo-féministes puissent justifier leur existence. Donc le patriarcat arabo-musulman qui peut parfois être importé par certaines cultures dans notre pays, ça n'existe pas. Parce que vous savez, il y a les combats intersectionnels dans notre pays. Donc ça veut dire qu'on arrive quand même, ils sont forts, vous me direz. Il y a un ennemi commun. L'ennemi commun, c'est le mâle blanc hétérosexuel catholique. Et donc contre cet ennemi commun, nous allons faire la convergence des luttes, pour reprendre ce terme marxiste, et nous allons avoir aligné, de manière quand même un peu surprenante, des groupes islamistes, des groupes néo-féministes, des groupes LGBT, voilà, et puis différents groupes racisés, comme ils disent maintenant. Donc c'est quand même extrêmement étonnant. Moi, je pense que aujourd'hui, nous avons la chance de vivre dans des sociétés où les femmes sont libres de leurs études, libres de pouvoir exercer le métier qu'elles veulent, libres de pouvoir avoir des enfants ou non si elles le souhaitent. Donc à partir de là, je pense qu'il faut regarder la menace où elle se trouve vraiment. Et la menace où elle se trouve vraiment aujourd'hui, c'est sous la pression islamiste dans certains quartiers. Et que ces libertés, elles sont des libertés aussi fragiles. Nous sommes une exception dans le monde, il ne faut pas l'oublier quand même. Dans la plupart des cultures et des époques, oui, en effet, les femmes n'avaient pas des statuts égalitaires. Et nous venons quand même, malgré tout, d'une culture où, oui, la femme a toujours eu, alors évidemment avec des variations selon les époques, mais un traitement qui, je pense, était quand même plus valorisant que le traitement des femmes en Afghanistan, par exemple. Voilà, bon. Donc tout ça pour dire aux femmes, moi après j'ai jamais joué à la jeune, ou jamais joué à la femme, ou jamais joué, vous voyez ce que je veux dire. Donc je m'adresse à tous les Français spontanément, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être, et je suis sûre que la plupart des femmes en ont conscience, déjà, ne vous laissez pas intoxiquer l'esprit par les propagandes politiques d'une part, et d'autre part, soyez consciente du vrai danger au quotidien. Moi, pour le coup, ça, je suis une femme, j'ai été une jeune femme en région parisienne. Moi aussi, j'ai fait attention à la manière dont je m'habillais à certaines heures. Oui, moi aussi, j'ai fait attention. Moi aussi, j'ai reçu des remarques dans la rue, ça m'est arrivé, des choses particulièrement goujates. Et oui, la plupart du temps, malheureusement, ça venait très souvent de personnes de culture arabo-musulmane. Alors c'est peut-être insupportable aux oreilles de certains, mais c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. La question est un peu difficile, mais quels sont, à votre avis, les plus importants défis de notre époque ? Alors, les plus importants, je pense que c'est la question de l'immigration et de la démographie, en fait, derrière l'immigration, parce que c'est pas l'immigration en tant que telle, c'est la conjonction, d'une part, de l'effondrement du modèle occidental au sens large, et français en particulier, qui n'est plus un modèle d'attraction, donc qui ne favorise plus l'assimilation, à laquelle on a même renoncé, d'ailleurs, puisque dorénavant, l'assimilation est considérée comme une violence insupportable. Vous savez, c'est le procès qu'on fait de l'universalisme français, qui serait finalement une forme de racisme déguisé, d'une culture qui se considère au-dessus des autres et qui voudrait importer ses valeurs. Bon, c'est un peu ça l'idée, pour résumer. Et donc, cette culpabilité a conduit nos gouvernants à renoncer à l'assimilation, à laquelle s'ajoute un phénomène démographique majeur, inédit dans l'histoire de France,
qui fait que, alors pour le coup, c'est cet auteur Laurent Oberton qui a travaillé sur ce sujet, mais il n'y a pas que lui. Cette femme aussi, cette démographe qui avait écrit Les yeux grands fermés, est arrivée aux mêmes Michel conclusions. Trébala, oui. Michel Trébala, tout à fait. Qu'en travaillant même sur des données officielles de l'INSEE, si on continue, sans qu'il y ait même de gros chocs ou de grosses bascules, si on continue sur cette mécanique enclenchée, les Français de souche seront minoritaires sur le territoire français, bon an, mal an, autour de 2050. C'est-à-dire, demain, en fait. Voilà. C'est-à-dire que moi, ma fille pourra connaître ça, ou sa fille pourra connaître ça. Évidemment, ne soyons pas dupes. Si le peuple historique qui a fait ce pays devient minoritaire, la France sera-t-elle toujours la France ? La France sera-t-elle toujours la France si demain nous devenons une république islamique ? J'en suis pas tout à fait convaincue. Voilà, je pense que les peuples font aussi les civilisations, font aussi les pays. Et si évidemment on peut avoir des Français d'origine étrangère qui participent de notre communauté nationale, et moi je crois en l'assimilation sur le principe, ça ne peut plus se faire si ces conditions d'assimilation ne sont plus réunies, et surtout si finalement les cultures étrangères deviennent majoritaires sur les territoires en question où elles arrivent. À laquelle s'ajoute cette menace relativement récente de cet islam wahhabite, qui est un islam particulier, prosélyte, qui est poussé par des puissances étrangères, qui cherche aussi à, disons-le, instrumentaliser des communautés sur le territoire. Je pense notamment à la communauté turque, mais pas seulement, qui vote dans les pays d'origine. Tunisiens, notamment au moment des printemps arabes, avaient voté pour les partis islamistes, les Français, franco-tunisiens, qui avaient souvent grandi en France, qui étaient nés en France. Donc c'est vous dire qu'il y a quand même des enjeux très importants. Donc pour moi, ça c'est le sujet principal parce qu'il est vital. Je veux dire, vous pouvez demain la dette, la TVA, l'euro, bien sûr que tout ça est fondamental, mais l'économie, ça peut se redresser. Je veux dire, et j'avais utilisé cette expression un jour qui avait beaucoup choqué, en disant, mais finalement, je paye ma bourca en France ou en francs ou en euros, entre guillemets, ça m'importe peu. Donc voilà, donc je pense que celui-là, il est absolument essentiel. Et puis je dirais aussi une certaine conception de l'écologie. Alors, je dis pas l'écologie telle quelle, parce que tout de suite, je pense que ça renvoie quand même à quelque chose de très particulier qui est aujourd'hui pris en otage par les Verts. Mais quand je dis l'écologie, je voudrais dire peut-être la bétonisation du monde, en fait. C'est-à-dire que c'est toujours le même sujet, c'est-à-dire qu'on peut tout rattraper sauf la vie. Si on détruit des biotopes, si on détruit des écosystèmes, si on détruit des espèces, voilà, c'est fini, cette vie-là disparaît. Et je pense qu'en tant que conservateur, qu'identitaire, comme parfois je suis qualifiée, cette identité, elle passe aussi par des paysages, par un univers de beauté, par des savoir-faire ancestraux liés à la terre, par certaines espèces, et que donc on a le devoir de préserver cela parce qu'ils nous façonnent aussi dans notre inconscient. Les peuples européens, ils sont façonnés par ce mythe de la forêt, par ce mythe du loup, par ce mythe de toutes ces donc voilà. Donc je pense que là-dessus il y a aussi probablement un défi majeur à relever. Et il est d'autant moins facile à relever qu'une fois de plus, aujourd'hui, il est pris en otage par des gens qui, en fait, utilisent cette chose de l'écologie pour, en réalité, faire avancer derrière un autre agenda qui est l'agenda progressiste de la destruction française, en fait. Oui, parce que, pour rebondir sur l'écologie, c'est censé être une conservation de la nature, et pourtant ce sont les progressistes qui s'en sont le plus emparés et qui, on le voit à travers les maires élus aux dernières municipales sous l'étiquette écologie, font presque un travail inverse de destruction, mais pourtant ce sont eux qui ont réussi à récupérer ce concept. Vous parliez de lutte des mots au début, pourquoi la droite, disons au sens large, n'a pas réussi à s'emparer de ce sujet ? Parce qu'en fait, je pense qu'elle a fait muter son logiciel là-dessus, mais en gardant les grands principes. Ça veut dire que l'écologie des progressistes, c'est une écologie abstraite. C'est une écologie internationale, c'est une écologie mondialiste, c'est une écologie idéologisée, j'ai envie presque de dire, alors que l'écologie, ça devrait d'abord être quelque chose de local qui est moi je pense qu'en fait d'ailleurs ils ne rendent pas service au combat écologique en expliquant que problème mondial, solution mondiale. Évidemment que c'est la conjonction finalement de tous les efforts individuels des nations qui finiront par aboutir à quelque chose,
mais c'est le meilleur moyen de démobiliser le citoyen. Comment voulez-vous, même moi, en tant que citoyenne, demain, que je puisse imaginer à ma toute petite échelle que j'influerai demain sur le climat, puisque maintenant, en fait, la question de l'écologie, elle se confond totalement avec le climat. Il y a bien d'autres choses sur la question écologique, et rien que dans notre quotidien, de manière très concrète, que ce soit sur la protection de nos terres agricoles, la protection de nos fleuves et de nos rivières, des produits que nous consommons, la bétonisation, j'en parlais tout à l'heure. Tout ça, c'est pour le coup local, très concret, les nations peuvent agir dessus, et je pense que l'écologie, ça commence déjà par ça, sur la manière dont, en effet, on construit des circuits courts, on optimise l'économie pour qu'on puisse produire et consommer au plus près, voilà. Ça, pour moi, c'est la première chose qu'on doit faire pour avoir une position écologique cohérente, et je pense que c'est la grande différence, d'ailleurs, on retrouve à travers ce combat la grande différence finalement entre la droite et la gauche, les anciens, les modernes, les progressistes, les conservateurs, c'est-à-dire d'un côté très souvent l'idéologie, l'abstraction, et de l'autre la recherche du pragmatisme et du concret, et surtout quelque chose qui passe par l'homme avant de passer par des grands concepts idéologiques. Et finalement, c'est assez marrant de voir que même sur ce thème, on retrouve finalement cette différence de conception métaphysique de la société. Quelle serait pour vous la définition du macronisme ? Alors c'est compliqué parce que Emmanuel Macron est un homme qui souffle le chaud et le froid. C'est une réalité. Quand on lit ses différentes interviews, il est capable de dire tout et le contraire de tout dans la même phrase. C'est phénoménal d'ailleurs. Dernier exemple en date, c'est un homme qui explique qu'il ne démolira pas les statues, qu'il abattra pas les statues, qu'il ne veut pas tomber dans la repentance, et qui explique en même temps qu'ils font déconstruire l'histoire. Alors que ce terme de la déconstruction de l'histoire, c'est exactement la sémantique utilisée par les déconstructeurs, justement, c'est-à-dire précisément ceux dont on parlait tout à l'heure, les décoloniaux, les indigénistes, les racialistes. Donc c'est un terme qui n'est pas neutre, parce que si on dit déconstruction, ça veut dire destruction pour reconstruire autre chose derrière, et donc finalement cette fameuse approche de l'histoire diversitaire, moins européocentrée, j'en passe et des meilleurs. Dans l'aberration qui nous conduit à exiger de Napoléon qu'il soit un homme du XXIe siècle. Enfin, je veux dire, ce qui évidemment est un réflexe absurde. On chercherait à appliquer cela à l'ensemble des personnages politiques du monde, qui en aurait pas 1% qui passerait, qui échapperait aux poubelles de l'histoire, en fait. Donc ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'est un homme ambivalent. Je dirais qu'au regard des décisions qu'il a prises, globalement, bon, c'est un progressiste. On le voit sur notamment les différents sujets de société. C'est un européiste, c'est un partisan fervent de l'Union européenne qui manifestement ne cherche pas à remettre en cause la manière dont fonctionne cette structure. Alors je dirais pas un libéral parce que je vois pas ça, je vois un libre-échangiste. Ça oui, il adhère à cette idée qu'il faille organiser la concurrence soi-disant libre et non faussée dans le monde, donc éviter autant que faire se peut les barrières douanières par principe. Et puis, non, globalement, je pense que c'est ça. C'est un homme qui est surtout un tacticien politique, en fait, indéniablement. Et contre lui, comment se fait-il, surtout qu'il est affaibli aujourd'hui avec une assez mauvaise image vis-à-vis des Français, comment se fait-il que le Rassemblement national et les Républicains ne soient pas capables de s'entendre, de s'allier, et qu'ils ne soient pas capables de le combattre ? Ça c'est l'éternel débat. Pourquoi l'union des droites ne se fait-elle pas, si tant est que les droites en question se qualifient de droite. Enfin, c'est toujours l'éternelle complication. J'ai déjà eu l'occasion de répondre à cette question, mais en l'occurrence, je pense qu'il y a plusieurs choses, dont des raisons franco-françaises. Le fameux clivage gaulliste-anti-gaulliste dont on parlait tout à l'heure, sur lesquels s'est fracassée la droite, en fait, continue de véhiculer des fantasmes. Le fait qu'il y ait eu aussi des différences de stratégie, ça veut dire que je pense qu'à un moment donné, moi, c'était mon point de vue. Je le dis d'autant plus librement que je l'avais dit à l'époque, mais je pense que le Front National aurait pu devenir la vraie droite, c'est-à-dire redevenir cette RPR qui avait tout trahi des années 80, qui était finalement à l'époque un parti dit souverainiste, patriote, anti-immigration et attaché aux libertés économiques, mais sans forcément communier dans cette espèce de délire libre-échangiste, mondialiste général. Bon. Mais c'est précisément ce moment-là que choisit à l'époque Marine Le Pen pour mettre en place cette stratégie de l'union des populismes dits de gauche et de droite, où elle pense pouvoir aller chercher les souverainistes de gauche qui sont censés être plus ou moins chez Mélenchon, pour faire simple.
au prétexte que finalement, il y a une critique commune. En tout cas, il y a une critique partagée sur la question de l'Union européenne et que ça suffirait pour faire une convergence politique. Le souci, c'est que cette critique de l'Union européenne, elle n'est pas fondée sur les mêmes choses et elle ne cherche pas à aboutir à la même chose. Principalement, de manière générale, les souverainistes de droite vont critiquer l'Union européenne parce que l'Union européenne refuse une dimension civilisationnelle et de puissance. Les souverainistes de gauche vont critiquer l'Union européenne capitaliste, l'Union européenne financière. Ça veut pas dire que les critiques peuvent pas se rejoindre sur certaines choses, mais en fait, ils cherchent pas à aboutir du tout à la même chose. Et la souveraineté, en fait, est un outil, c'est un contenant, mais ce qui est important, c'est le contenu. C'est-à-dire cet outil, on le met au service de quoi, pour quelle direction? Or, on se rend bien compte que si on met cet outil dans les mains des souverainistes de droite, cet outil dans les mains des souverainistes de gauche, ils vont pas du tout l'utiliser pour les mêmes choses. Donc il y a quand même, pour moi, il y avait beaucoup de limites là-dedans, et qui d'ailleurs se sont, en tout cas jusqu'alors, reflétées dans les élections, puisqu'il y a eu toujours très peu de report des mélenchonistes sur le Front National. Et je pense que ça a créé une certaine confusion dans l'électorat de droite qui, spontanément, je pense, aurait eu moins de chemin à faire vers le Front National, mais qui, du coup, s'est senti mis dos à dos avec la gauche et qui, voilà, dans un espèce de réflexe pavlovien, a fini par dire à se réfugier dans l'abstention, et voilà. Donc, maintenant, la difficulté, c'est quand on a une image politique, c'est très compliqué d'en sortir. Donc, il y a un travail de longue haleine de ce point de vue-là. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, les Républicains finissent par se dire que, en tout cas, l'élite des Républicains, je peux dire, en tout cas les élus nationaux, que ils ont plus de choses à gagner avec un Macron plutôt qu'avec une Marine Le Pen qui, dans l'esprit de beaucoup d'entre eux, pour l'instant, ne peut pas gagner. Et donc, vaut mieux aller grappiller un petit ministère par-ci par-là que de risquer d'être marginalisé dans la vie publique. Parce que le problème, c'est que c'est très bien de faire 25-30%, mais ça ne rend pas victorieux. Donc ça ne change pas grand-chose. Petite question sur des concepts, si vous pouviez répondre très rapidement, de façon la plus courte possible. Le souverainisme, vous l'avez dit très vite, mais c'est plutôt un contenant, donc. Oui, en fait, c'est pas pour moi, c'est pas une idéologie le souverainiste. En fait, c'est ce qui est le levier de la démocratie. En fait, c'est un concept juridico-politique. Mais qui s'applique de diverses manières d'ailleurs, mais oui, ça devrait pas être une idéologie normalement. Si on est attaché à la démocratie, en principe, ça devrait s'imposer, et à la nation bien sûr. Le libéralisme, c'est que ça. Alors je peux pas vous répondre en deux mots parce que c'est quand même des concepts hyper compliqués. C'est-à-dire que le libéralisme, dans l'esprit des gens, c'est globalement le libre-échangisme, la financiarisation, la privatisation des services publics, enfin le néolibéralisme. Et donc c'est quelque chose de très négatif dans l'esprit des gens, et à juste titre si ça renvoie à cela. Le problème, c'est que le libéralisme, c'est quelque chose de bien plus compliqué que cela. Ça veut dire que le libéralisme peut être une théorie économique, mais c'est avant tout une conception métaphysique de la société et de l'homme. Et d'ailleurs, qui se confond avec le progressisme en réalité. Le libéralisme naît à gauche au moment de la Révolution avec la loi Chapelier. Et je pense même que le socialisme et le communisme, même si les théories économiques sont très différentes, sont des sous-catégories de cette conception de l'homme, dans lequel la liberté de l'individu prévaut au-dessus de tout. Alors c'est Jean-Claude Michéa qui en parle très bien, beaucoup, beaucoup mieux que moi. Qui explique qu'en fait ce sont les guerres de religion en France qui ont été un traumatisme et qui ont poussé un certain nombre d'intellectuels, de philosophes à changer complètement leur appréhension de l'homme. Et on est passé de l'homme animal social d'Aristote à l'homme loup pour l'homme de Hobbes, qui a conduit à cette vision du libéralisme, c'est-à-dire que finalement l'individu est un individu égoïste mu par ses intérêts, et que dans ce cadre-là, l'État n'est pas là pour donner une morale ou donner une direction vers le bien commun ou organiser la vertu, mais il est simplement là pour organiser finalement les relations entre les individus dans le cadre de leur liberté et de manière contractuelle. Et c'est là où on retrouve d'ailleurs tous les courants contractualistes et tout aujourd'hui, chez Rousseau et compagnie, qu'on retrouvera d'ailleurs encore aujourd'hui. Et dans cette conception libérale, finalement, pourquoi, à quel titre l'État devrait-il interdire les troupes ou devrait-il interdire la location d'utérus pour des GPA, puisque de toute façon, c'est la liberté des individus chacun qui, dans un cadre contractuel, s'entendent pour. Donc, de ce point de vue-là, moi, même si je suis souvent qualifiée comme telle, je ne suis pas une libérale. Si je devais reprendre cette
cette approche philosophico-politique. En revanche, je suis quelqu'un qui suis attaché aux libertés économiques. Je considère qu'en effet, l'État n'est pas vertueux par essence. Et je suis attaché au principe de subsidiarité, donc je ne suis pas pour une ultra-centralisation. Et je ne suis pas par ailleurs pour un libre-échange de principes ou un protectionnisme de principes. C'est-à-dire que je considère qu'il y a des secteurs et des pays avec lesquels le libre-échange est utile, et il y a des secteurs ou des pays dans lesquels le protectionnisme est utile. Voilà. J'aime pas l'idéologisation de l'économie, ça n'a pas de sens. Voilà. L'économie, c'est un art, c'est pas une science. C'est une espèce de scientisme général, c'est une science humaine, en fait. Donc, vouloir y appliquer des concepts mathématiques, c'est absurde. Et puis surtout, l'économie, jusqu'à d'ailleurs relativement récemment, était mue par une philosophie politique, c'est-à-dire que parce qu'on avait une certaine conception de la société et de l'homme, on allait justement défendre une philosophie économique qui allait répondre à cela. Aujourd'hui, on a vraiment une approche complètement déconnectée en expliquant que finalement le libéralisme économique est axiologiquement neutre, mais c'est faux. Il y a une idéologie derrière le libéralisme, celle que je viens de vous décrire d'ailleurs. Donc voilà, mais c'est des concepts qui sont très compliqués parce que personne ne met la même chose derrière, donc c'est un peu délicat d'en parler ou de se catégoriser comme tel. Et par ailleurs, je pense que rien n'est chimiquement pur dans les idées. Ça veut dire que tout le monde est un peu le produit de différentes de ces choses. Par exemple, Tocqueville est un auteur que j'adore, et Tocqueville, il est libéral-conservateur. Mais Tocqueville, il est libéral, mais en fait, quand Tocqueville pense le libéralisme, c'est-à-dire les droits individuels, la défense des droits individuels contre les éventuels excès d'un État central, de deux choses l'une. Déjà, il n'anticipe pas, et il a tort d'ailleurs, il n'anticipe pas ce que décrit Michéa, c'est-à-dire l'extension générale des droits individuels, qui fait qu'on passe de 4 droits fondamentaux dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression et la liberté, à une multiplication des droits individuels qui finit par une guerre de tous contre tous. Il n'anticipe pas, qu'en fait c'était déjà dans l'ADN du libéralisme. Et la deuxième chose qu'il n'anticipe pas, c'est que lui, il pense au libéralisme dans le cas d'une société qui est encore très religieuse, où le catholicisme est structurant, où le catholicisme façonne une morale commune, des comportements, des références, et que donc finalement, si l'individu est libre dans le cas de cet État qui organise sa liberté, il se met des limites à lui-même, parce qu'il a les limites de sa morale, de sa religion, et puis de ses groupes sociaux qui étaient quand même moins déstructurés qu'aujourd'hui. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'athéisme généralisé, donc qu'est-ce qui met des limites finalement à cette liberté de l'individu ? Rien. C'est la tyrannie du désir individuel. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et sur le conservatisme, c'est pour ça que je vous dis je peux pas vous faire une réponse courte, c'est impossible. et le conservatisme, pareil, le conservatisme en France c'est très compliqué parce que dans l'esprit des gens le conservatisme c'est la défense des droits acquis, c'est l'immobilisme, c'est la réaction réactionnaire. Et c'est normal puisque finalement le courant conservateur est mort et enterré en France depuis un moment, alors qu'il a continué à vivre en Suisse, en Allemagne, en Angleterre. Ce qui est sûr, c'est que le conservatisme aujourd'hui dans l'esprit des gens, justement, ça renvoie au néolibéralisme thatcherien. Mais c'est faux. Le conservatisme, c'est pas une théorie économique. C'est une espèce de disposition de l'esprit face au monde, je dirais plutôt ça. Et en fait, les courants sont très différents d'un pays à l'autre. Et je pense qu'en France, le problème du conservatisme, c'est qu'il se confond avec la contre-révolution. Donc on confond souvent ça avec Bonald, Maistre, et donc évidemment à partir du moment où les principes républicains de la Révolution ont été intégrés par la population, le conservatisme a été considéré comme une espèce de nostalgie, de passéisme, et le conservatisme anglo-saxon, en réalité orthodoxe traditionnel, n'est pas non plus le néolibéralisme. Là-dessus, il y a un auteur intéressant qui s'appelle Yoram Hazony qui a défini des critères parmi du fameux conservatisme anglo-saxon. Il parle de l'empirisme historique, du nationalisme au sens littéral du terme, de la religion, de la limite au pouvoir exécutif et la défense des libertés individuelles. D'ailleurs, on voit dans ce conservatisme anglo-saxon que c'est pas tout à fait le conservatisme français. Et alors, est-ce que je suis conservatrice ? Oui, en ce sens que pour moi, le conservatisme, c'est la recherche. Déjà, c'est une certaine disposition par rapport à la notion de lignée, d'héritage, de tradition, l'attachement à l'expérience historique plutôt qu'aux idéologies abstraites. Et puis surtout, c'est la recherche de la conservation du beau, du bien, du juste, dont on a hérité, qui a été façonné par des siècles d'expérience civilisationnelle. Donc oui, là-dessus, oui. Et je pense que quand les gens disent « Ouais, mais le conservatisme en France, c'est 8%, c'est Bellamy », ils se trompent. Parce que Bellamy, en fait, je pense que François-Xavier Bellamy, il a simplement
payer le discrédit d'un parti politique qui, au-delà de sa personne, de toute façon, n'a pas réussi à convaincre de sa pertinence et de sa légitimité à continuer le combat. Et puis, dernière question, Marion Maréchal, qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous donne encore de l'espoir en France ? Alors oui, on a souvent... je me suis posé une question la fois dernière quand j'ai fait une émission et on m'a demandé mais qu'est-ce que c'est qu'être de droite ? Et donc voilà, j'essaye d'expliquer cette espèce d'univers à la fois littéraire, ces références bien sûr politiques, les principes, la disposition face au monde et tout. Et je disais aussi les héros. Et vous savez, à droite, on a toujours les Cameron, Dien Bien Phu, Bazeille. C'est marrant cette espèce de... Mais oui, en fait, il y a une espèce, on est baigné dans cette espèce d'univers des défaites glorieuses, voilà, des échecs avec panache, en fait. Je sais pas, on admire ça. Et c'est vrai que ce sont des beaux épisodes et les Français en question sont admirables. Mais je pense que du coup, ça nous conditionne un peu, ça nous formate dans notre mentalité et on a toujours un peu cette espèce d'amour pour l'échec qui se fait avec panache. Alors moi, j'essaye de me soigner de ce point de vue-là et de pas être dans ce truc-là. Et je pense qu'il n'y a pas de quoi être défaitiste, en ce sens que la prise de conscience aujourd'hui en France de ce qui nous menace, elle est massive, quoi qu'on en pense, et que nous ne sommes pas encore au stade où la France a perdu tous ses outils. Je veux dire, demain, parce qu'on parle souvent de cette menace de guerre civile, qui, moi, je pense, n'est pas un fantasme. Je veux dire, demain, il y a une guerre civile en France, on la gagne, Non, mais je veux dire que les choses soient dites, ne serait-ce que parce que on n'est pas non plus dans la situation syrienne ou irakienne, avec des frontières avec des pays où peuvent passer aussi de la même manière des soldats étrangers utilisés par des puissances qui ont intérêt à. Donc on maîtrise notre espace aérien, enfin je veux dire voilà. Donc la France n'est pas encore totalement perdue, on a encore des astronautes brillantissimes qui sont encore envoyés dans des grandes aventures spatiales, donc la France n'est pas non plus hors jeu politique. Donc moi là-dessus j'ai confiance aussi dans l'héritage des Français. C'est-à-dire que je pense qu'on peut pas être un peuple millénaire et avoir perdu toute forme de ressources. Je crois pas à ça. Je pense qu'il y a quand même encore en nous cette puissance, cette énergie. Il y a des combats qui sont gagnés. Regardez l'affaire Adama Traoré. C'est extraordinaire. Les pays anglo-saxons, c'est fini. Le Canada, même l'Angleterre, ils sont là-dedans à fond. Ils ont aucun anticorps. Ils ont communié là-dessus et la résistance n'arrive pas à faire entendre sa voix. En France, ça n'a pas pris. Je veux dire, malgré la grande offensive médiatique, il y a eu à un moment donné, alors à un moment, à la fois le soutien populaire bien sûr, mais aussi, je pense, l'offensive à la fois de la droite dite nationale et c'est vrai, une partie du monde intellectuel de cette gauche républicaine à l'ancienne, si je puis dire, très laïciste, et cette concordance a permis de développer une forme d'anticorps français, proprement français, qui nous fait résister face à ces idéologies racialistes, déconstructivistes. Voilà. Donc je suis là-dessus assez optimiste, parce que moi je vois qu'il y a quand même des combats qui sont gagnés, des combats intellectuels, et ça commence par ça. Et je vois que les Français ont encore la ressource pour se protéger de ça, malgré ce qu'ils vivent. Donc non, moi j'y crois au redressement de la France. Eh bien merci Marion Maréchal, merci pour cette note d'espérance. Et puis merci pour cet entretien passionnant. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous avons lancé un petit sondage Telegram au sujet d'Éric Dupond-Moretti. Est-ce qu'il s'agit d'un avocat idéologue ou d'un garde des Sceaux, puisque vous l'avez évoqué, Marion Maréchal. Et puis, bien continuez à vous abonner, parlez de nous. N'oubliez pas de nous écouter sous format podcast. Et surtout, passez un excellent dimanche. À très bientôt.